Merci Eric, bonjour à toutes et à tous. Alors le glyphosate encore et toujours, un grand débat. Je vais commencer par quelques mots d'introduction et quelques points d'actualité vus sur le net récemment, puisque quand on m'a donné ce sujet, je fais allez, rentre glyphosate dans un moteur de recherche et puis regarde rapidement ce que tu trouves. Alors je pourrais présenter 50, 60, 200 coupures d'articles, j'en ai juste choisi deux. Le premier, c'est une annulation d'AMM d'un Roundup en particulier. Je ne vous fais pas le détail, hein, c'est une décision de justice. Le deuxième, les Verts renoncent à l'interdiction du glyphosate. Donc plus on fouille dans l'Internet, plus on trouve des messages contradictoires sur ces sujets. Et donc voilà, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Moi, on est dans une réunion technique, donc je vais rester sur des choses un peu factuelles pour pas trop brouiller le message. D'un point de vue factuel, il y a un dernier point dans l'actualité quand même, c'est qu'il y a une décision de l'ANSES récente qui concerne 130 autorisations de mise sur le marché à base de glyphosate, dont pour les professionnels en fait 67. Hein. Et donc ce que ça veut dire pour vous, utilisateurs de ces produits potentiellement, c'est que dès mi-mars de cette année, donc ça arrive très très vite, fin de vente et distribution et fin d'utilisation aussi rapidement, puisqu'en fait il y a juste 3 mois de plus, on va jusqu'au 15 juin. Et on n'est pas encore dans des mesures réglementaires et législatives. Hein. Ceci étant dit, un petit jeu de questions-réponses sur le glyphosate et la viticulture, et donc l'impact potentiel du retrait du glyphosate sur les stratégies herbicides. Les alternatives existent-elles? Oui. Ça, on a la réponse. C'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où on n'est pas complètement pourvu. Après, on va les passer en revue et regarder de quelle manière cela peut impacter les exploitations. Justement, voilà, de quelle manière ça peut impacter les exploitations. Donc, ces alternatives sont-elles comparables en termes d'efficacité, de facilité d'usage et de coût? Pas mis de réponse, mais on a quand même quelques éléments de réponse. On va y venir après en les prenant une par une. Existe-t-il un produit comparable au glyphosate dans les cartons? C'est une réflexion que j'entends souvent. Ah oui, mais ne soyons pas inquiets, il y a quelque chose dans les cartons, c'est obligé, les firmes ne peuvent pas nous laisser comme ça sans rien. Il n'y a pas de miracle. Il ne faut pas trop attendre grand-chose en fait. Hein. Si on cherche le même mode d'action exactement et puis le même niveau d'efficacité au même prix, je pense que pour l'instant, on en est au mythe, quoi. Hein. Donc ne rêvons pas. Puis le débat est-il rationnel? Bien sûr que non, bien sûr que non. Hein. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je vais vous présenter des choses factuelles et des éléments de réflexion pour anticiper le changement et pour trouver les optimisations nécessaires. Et enfin, est-ce qu'on aura encore le choix? Peut-être quand même, parce qu'il y a quand même des réflexions au niveau des différents vignobles pour envisager des cas dérogatoires, là où effectivement les alternatives, quelles qu'elles soient, sont plus difficiles à mettre en œuvre qu'ailleurs, et donc dans lesquelles on pourra peut-être trouver des moyens, mais c'est à discuter. Alors, pour bien cerner le sujet, quelles sont les stratégies de désherbage les plus courantes? C'est des associations post plus prélevées, donc avec le glyphosate pour faire place nette, avec cette action racinaire qui est intéressante, et puis un antigerminatif pour prévenir les nouvelles levées. Ça a l'avantage d'être très très simple, d'être très rapide, de ne pas demander une grande technicité d'usage. Et puis après, on peut faire éventuellement un rattrapage sur tâche. Les conséquences d'un retrait du glyphosate par rapport à ce schéma simple sont les suivantes. On peut continuer éventuellement avec des stratégies utilisant des herbicides. Donc on va utiliser des herbicides foliaires, par exemple. Alors en sortie d'hiver, c'est un petit peu difficile, d'autant que le basta s'est terminé aussi. Et puis on peut utiliser des stratégies avec herbicides, mais des stratégies mixtes qui utiliseraient du désherbage mécanique ou toute autre alternative en fait, par exemple en début de saison, et puis l'application après de produits de pré-émergence, pour tenir dans la saison. Ça pose des questions techniques d'application, de conditions d'application pour ce type de produit pour être efficace. Mais pourquoi pas, on peut envisager un certain nombre de stratégies mixtes
pour limiter les inconvénients ou du moins la difficulté d'utiliser des alternatives seules. Parce qu'effectivement, l'autre solution, c'est un basculement complet vers les alternatives. Alors, on va les citer, hein, mécanique, thermique, enherbement, biocontrôle, électrique. Et puis, de la même manière, on peut envisager un mix d'alternatives. Mais de toute manière, il va falloir monter en compétences en termes d'usage, de réglage et puis d'observation. On va y venir. Alors, on va passer en revue un petit peu toutes ces alternatives. On va commencer par le désherbage mécanique. Si on regarde des critères simples, hein, comme le temps passé au vignoble, globalement, on multiplie le temps passé au vignoble pour le même objectif de désherbage, quand on parle du désherbage du Cavaillon, hein, par 4. En termes de technicité, c'est clair que ça demande une technicité supérieure. Les outils de désherbage mécanique Intercept ne sont pas des outils un petit peu clés en main, comme une rampe de désherbage qu'on va régler une bonne fois pour toutes, en hauteur, en débit, etc. Là, à chaque parcelle, on va se poser des questions. Ce n'est pas forcément un problème, c'est juste une difficulté supplémentaire. Il y a un investissement de départ qui est élevé. Ça, c'est aussi un problème par rapport à ce qu'on vit actuellement. La bonne nouvelle, c'est que l'efficacité est bonne, sous réserve d'une bonne maîtrise technique. Alors, pour faire un petit clin d'œil à l'intervenant précédent, j'étais lundi, mardi dernier là, en Suisse, dans le canton de Genève, et je parlais de ce sujet-là justement avec des vignerons. Et des vignerons, certains très pointus, avec très peu d'expérience sur le sujet, mais qui s'y sont mis très vite par conviction et qui obtiennent des résultats mais très bluffants en termes d'efficacité. Moi, j'ai vu des vignes mais vraiment jardinées, hein, vraiment super bien tenues et avec une forme d'optimisation du travail qui est intéressante. Donc, ça appuie ce fait que l'efficacité, on peut l'obtenir. On peut avoir des vignes très propres en désherbage mécanique, il suffit de bien s'y prendre, compte tenu des contraintes qu'on a évoquées auparavant. Alors attention aussi aux risques agronomiques qu'on prend dans un changement de pratique tel que passer du désherbage chimique au désherbage chimique au mécanique. C'est un sujet dont je vous ai parlé déjà un certain nombre de fois, que je présente toujours en formation sur ces sujets. C'est quelque chose à connaître et donc c'est un facteur à maîtriser par la maîtrise du matériel, par la maîtrise des réglages, la connaissance des possibilités d'utilisation et par l'adaptation un petit peu des parcelles au changement. En termes de champ d'application, il faut quand même faire attention avec cette alternative qui est efficace au risque d'érosion, de perte de sol dans des situations de forte pente et de dévers. Là, il n'y a pas de miracle. Et donc, c'est peut-être pas l'alternative la plus adaptée dans ce genre de situation. Puis en termes de bilan carbone, on a un bilan un petit peu mitigé dans le sens où on est obligé de reconnaître que par rapport au désherbage chimique, le désherbage mécanique n'est pas bon en termes de bilan carbone, il faut se l'avouer. On a parlé de démarche RSE en début de session. C'est vrai que quand on compare un petit peu les objectifs de la RSE avec le désherbage mécanique, on dit on est bon d'un côté environnemental parce qu'on met moins de pesticides au sol, certes, et en même temps on augmente beaucoup nos émissions de gaz à effet de serre. Alors je mets quand même toujours un petit bémol à ça, parce que c'est bien de connaître le contexte et c'est bien aussi de relativiser, de mettre en perspective. On a eu des études sur le bilan carbone de la filière viticole qui montrent que les opérations au vignoble, c'est ça, et puis la commercialisation, la bouteille, tout ça, c'est ça dans le bilan carbone. Donc, ce n'est pas très satisfaisant d'augmenter la petite part du bilan carbone lié à la viticulture, aux opérations au vignoble, mais ce n'est pas là-dessus qu'on a le plus gros levier de réduction en fait, en termes d'émissions. Voilà, ce petit point étant fait, donc les enjeux d'optimisation en termes d'alternatives, désherbage mécanique, c'est la formation, c'est essentiel, éventuellement des aides aux investissements, parce que ça reste lourd quand même pour une grande partie de la viticulture. L'innovation matérielle qui va pouvoir quand même apporter des solutions de facilité d'usage, d'appropriation de la technique plus simple pour les utilisateurs. Il y a aussi quelque chose d'important et que je voudrais souligner, c'est les optimisations en termes d'itinéraire technique. J'ai commencé par vous dire on va passer 4 fois plus de temps. On peut faire mieux que ça, on peut optimiser ça. Mais ça suppose une organisation du travail dédiée à ce sujet-là et qui prend en compte ce sujet-là dans toutes les autres opérations au vignoble. C'est-à-dire, dès qu'on va pouvoir combiner
ce type d'opération avec des outils simplifiés, des outils plus légers. Mais à chaque fois qu'on met un matériel, une machine au vignoble, à ce moment-là, on va fortement baisser les coûts spécifiques à l'utilisation de ces techniques seules, en fait. Allez, deuxième alternative, le désherbage thermique. Alors, on est plutôt sur un ratio de temps passé x6, donc on n'est pas très bon quand même par rapport au désherbage mécanique même. Par contre, en termes de technicité, voilà, il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour utiliser une machine de désherbage thermique, puisque finalement, on ne va pas toucher les souches, on va régler des débits de gaz, et puis on va avancer comme avec une rampe de désherbage. Donc c'est relativement simple d'usage. Par contre, l'investissement est élevé également. L'efficacité, c'est la même chose. On peut avoir une très bonne efficacité avec du désherbage thermique, et toutes ces déclinaisons, c'est-à-dire des radiants, de la mousse, avec plus ou moins des adjuvants. Mais il va falloir quand même y aller assez souvent. En termes d'impact agronomique, on est plus tranquille parce qu'on ne touche pas au réseau racinaire de la vigne. On n'est pas sur une agressivité du cep et de son réseau racinaire superficiel. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe moins bien. En termes de champ d'application, c'est là en fait qu'on va parler des mix d'alternatives. C'est-à-dire que quand on a des sols superficiels ou en pente, qu'on ne veut plus utiliser d'herbicides et qu'on veut quand même une technique alternative, finalement, le thermique, lui, il ne touche pas au sol. Donc, il peut être une alternative intéressante. En termes de bilan carbone, je vous fais le ratio désherbage chimique, désherbage mécanique et puis désherbage thermique. Voilà, je ne suis pas assez grand. C'est voilà, même débat. On est dans ces ratios-là. Donc les enjeux par rapport à cette possibilité d'alternative, c'est améliorer la rémanence de l'effet. C'est pour ça en fait qu'il y a des machines avec des mousses qui se développent. C'est pour augmenter le temps de contact avec les mauvaises herbes à détruire. La maîtrise énergétique aussi, pour optimiser finalement l'énergie et le carbone utilisé juste pour tuer quelques mauvaises herbes. Autre alternative possible, l'enherbement sous rang. Alors là aussi, on en a parlé régulièrement à ce micro-là, que ce soit moi ou ma collègue Laure Gontier. Alors c'est une alternative en fait dans laquelle on accepte la présence de l'herbe, mais on se met en position aussi de choisir le type d'herbe qu'on accepte. Alors en termes de temps passé par rapport au désherbage chimique, on est un peu meilleur que le désherbage mécanique en général. La technicité peut être plus complexe que ce qu'on imagine en fait, parce que en venant tondre, en entretenir un couvert près des souches, on a quand même l'objectif d'aller assez vite et puis de ne pas blesser les souches. L'investissement est relativement moins important qu'en désherbage mécanique. L'efficacité, elle est ce qu'elle est, on accepte d'avoir de l'herbe, donc on n'est plus dans du désherbage, donc même l'appellation alternative est à discuter, et souvent on va associer cet enherbement avec du travail du sol dans la partie du vignoble où c'est le plus simple, c'est-à-dire l'interrang. Donc attention à l'impact agronomique, c'est-à-dire qu'on peut constater des baisses de vigueur. Donc selon l'objectif de production, c'est un problème ou pas. Donc ça réduit le champ d'application finalement à des objectifs de production modérés et avec potentiellement une association du travail de l'interrang. Quel enjeu par rapport à cette technique-là? Ça va être vraiment le positionnement par rapport à l'objectif de production, éventuellement le choix des espèces, l'intégration de légumineuses qui a quand même cette capacité à réduire l'impact négatif en termes de vigueur, dans une certaine mesure. Et puis potentiellement un enjeu de robotisation, puisque l'an dernier, je vous parlais de ce sujet-là, avec une technique en fait, d'entretien plus agressive qu'une tonte régulière 3-4 fois par an, et qui permettait de réduire un petit peu la contrainte hydrique et azotée subie par la vigne. Autre alternative, les produits de biocontrôle. Donc on reste dans des produits de désherbage appliqués comme des désherbants traditionnels, mais avec un mode d'action très différent des désherbants traditionnels. Donc en termes de temps passé, je ne peux pas vous dire grand-chose, ça dépend vraiment beaucoup de la stratégie, mais il y a de grandes chances qu'on y passe un peu plus de temps quand même. La technicité d'usage, elle est faible, on est sur quelque chose de facile d'application, c'est son principal avantage à un produit de biocontrôle, c'est qu'on reste avec le même matériel et en dehors des volumes d'application et des doses à bien maîtriser, c'est pas très compliqué.
L'investissement est faible en termes matériels, puisqu'on conserve le même matériel. Par contre, en termes de coût de produit, là, il y a peut-être un effort à faire, puisqu'on parle de produits qui sont homologués à 16 litres par hectare pour 16 € le litre. Le calcul, quand même cher. En termes d'efficacité, c'est pareil. Pour toutes les alternatives, on peut avoir une très bonne efficacité sous réserve de très bonnes conditions d'application et d'une maîtrise technique. C'est-à-dire que l'efficacité est quand même conditionnée à un positionnement plus délicat qu'avec les produits classiques. L'impact agronomique, a priori, il n'y en a pas. Et le champ d'application, c'est tous les vignobles potentiellement, où il commence à faire chaud pas trop tard en saison, puisque les conditions d'efficacité de ce type de produit, c'est de la lumière, de la chaleur. Le bilan carbone, voilà, est comparable, bon, quoi. L'enjeu par rapport à l'utilisation de ce type de produit, c'est la qualité de la pulvérisation. On a un spécialiste de la pulvérisation dans la salle, pourra confirmer, puisque l'enjeu avec des produits de biocontrôle et qui sont des produits de contact strict, c'est de couvrir toutes les parties des plantes à détruire. Si vous ne touchez que 3 feuilles sur 4, la plante n'est pas détruite. C'est ça l'idée. Donc il faut une pulvérisation très homogène et bien maîtrisée, bien cibler l'application, éventuellement miser sur une baisse de prix pour rendre le produit plus accessible, et puis l'utiliser éventuellement en complément dans des stratégies de désherbage mécanique pour arriver à toucher les adventices qui ne seraient pas détruites par du désherbage mécanique près des souches. Quelques chiffres clés, toujours pour rester sur des choses factuelles, en termes de besoin d'investissement, de nombre d'interventions, de vitesse de travail. Je ne commente pas parce que c'est un peu pénible de commenter un tableau et de vous lire ligne par ligne, mais voilà, si vous vous posez des questions par rapport à ça, je vous laisse en prendre connaissance. C'est des choses voilà, que j'ai pu évoquer déjà de nombreuses fois et qui ne sont pas nouvelles, mais qui montrent effectivement les enjeux chiffrés liés à l'arrêt des herbicides. Enfin, je vais terminer par une alternative qui me paraît intéressante et sur laquelle on travaille avec un fournisseur et un prototype. Et on va continuer à travailler. C'est le désherbage électrique. Alors, en termes de temps passé, on mise sur quelque chose d'assez rapide à appliquer et avec peu d'intervention. On va quand même demander une certaine technicité. Pourquoi ? Parce que c'est quand même une machine un peu compliquée qui fournit du courant électrique avec de très hautes tensions. L'efficacité est bonne selon les premiers tests. Après, l'impact agronomique est encore inconnu. Ça fait partie des choses que justement la société veut tester avec nous, veut mesurer pour pouvoir avancer des chiffres sérieux. Le champ d'application est a priori tous les vignobles, mais ça va dépendre quand même de la solution mécanique qui sera développée pour appliquer un courant capable de désherber près des souches et entre les souches. Le bilan carbone est aussi quelque chose d'inconnu à l'heure actuelle, puisqu'on va quand même utiliser une génératrice électrique branchée sur la prise de force du tracteur qui va prendre une certaine puissance. Aujourd'hui, on n'a pas mesuré tout ça, mais il est possible que ça ne soit pas neutre. Donc les enjeux autour de tout ça, c'est l'innocuité pour la vigne et d'avoir un coût raisonnable en termes de matériel. Par contre, l'intérêt majeur de cette technologie, si elle arrive à être aboutie, c'est qu'elle revendique un effet racinaire. C'est un petit peu le sens du schéma que je vous ai mis. On a des électrodes qui touchent les parties aériennes des plantes à détruire. On a des électrodes qui traînent au sol. Le but, c'est de faire un arc électrique qui va passer dans toute la plante et donc ne pas avoir seulement une action foliaire, mais aussi une action racinaire. Et là, tiens, on retombe sur un mode d'action qui était intéressant par rapport aux molécules qui sont en train de disparaître. Donc, là, il y a une piste intéressante avec encore beaucoup de points d'interrogation, j'en conviens. Un petit point avant de terminer sur la disponibilité des alternatives à l'utilisation du glyphosate ou des herbicides de manière plus générale. Aujourd'hui, l'utilisation de ces alternatives concerne 8 à 12% des surfaces au vignoble. C'est une estimation, une cote mal taillée. Simplement pourquoi on dit, voilà, c'est la partie agriculture biologique, plus les utilisateurs d'alternatives qui sont hors label, mais qui commencent déjà à apprendre intelligemment à se servir de certaines alternatives.
Et donc la question que ça pose, c'est quelle est aujourd'hui la capacité industrielle des gens qui fournissent du matériel pour désherber autrement, à fournir un marché multiplié par 5, multiplié par 10. Là, on peut avoir de grosses interrogations suivant en fait le timing, voilà, le timing par rapport à la disponibilité des herbicides. Le dernier point concerne le niveau de TRL, c'est-à-dire de développement technologique et de maturité des robots aujourd'hui, parce que je vous ai déjà parlé des robots comme alternative, enfin, ou comme vecteur en tout cas intéressant pour les alternatives, puisque les robots ne sont pas une alternative en soi, les robots sont des moyens qui vont permettre d'utiliser des alternatives avec moins de contraintes en termes de temps passé et potentiellement de coûts. Donc ce sont uniquement des vecteurs, et aujourd'hui on a plusieurs acteurs sur le marché qui ont des choses qui sont prometteuses, mais qui ne sont pas encore en mesure de fournir un marché en pleine expansion. Donc on parle de 10, 15, 20 unités par an peut-être sur des prototypes de pré-série. Donc ça relativise encore une fois, sans remettre en cause leur intérêt à long terme, leur potentiel pour aider la filière à court terme. En conclusion, donc, il existe bien des alternatives pour faire face à l'abandon du glyphosate. Elles sont globalement plus chères et moins pratiques parce qu'il n'y a pas de persistance. La formation des utilisateurs à ce panel d'alternatives, c'est un vrai enjeu en fait pour pas justement trop perdre en compétitivité par rapport à leur usage. L'accompagnement financier aussi, c'est un vrai enjeu. Alors il existe aujourd'hui, hein, et c'est quand même quelque chose qui est pris en compte par les pouvoirs publics aujourd'hui. L'innovation dans le matériel et la robotique peuvent apporter aussi des solutions de facilité, mais dans quel délai? Et enfin, voilà, l'électrique, c'est prometteur pour son action racinaire. Je vous remercie de votre attention.